Samuel Lalande-Marcon, bienvenue à Radio Bidon. Merci d'avoir accepté notre invitation de participer à notre spécial sur le cyclisme d'aventure, le bikepacking. Avant de tomber dans le vif du sujet, tu es un aventurier multidisciplinaire. Peux-tu nous brosser un petit portrait là, de ton pedigree d'aventurier, s'il te plaît? Ben, merci beaucoup de m'avoir au podcast. Là, je suis toujours heureux de pouvoir partager mes projets. Donc, effectivement, j'ai fait dans, disons, les 10 dernières années pas mal de projets d'aventure, principalement au vélo initialement, puis ensuite j'ai bifurqué vers d'autres sports, notamment l'alpinisme, le canot et puis récemment le fat bike. Moi, en fait, j'ai commencé à faire des projets plus sérieux, comme je disais, il y a une dizaine d'années. Mais quand j'étais jeune, j'étais dans les scouts, on avait un chalet, j'allais jouer dehors. Donc, c'est un peu là que les premiers rêves sont venus. Puis c'est quand même quelque chose qui a toujours été présent dans ma tête, mais que je me donnais peu d'occasion de faire. Puis, bon, à partir de 2011, j'ai traversé le Canada en vélo, suivi 2 ans après la traversée des États-Unis, 2 projets qui étaient en solitaire. Avec, il y a 10 ans, ça semble être une autre époque du cyclisme d'aventure. C'était à 4 sacoches, un peu à la dure. Et puis, ben, par la suite, je me suis dirigé vers des projets aussi en alpinisme. Donc, j'ai fait quelques voyages en montagne qui m'ont initié un peu avec l'environnement nordique et le froid. C'est sans doute ça qui m'a attiré en 2018 à faire une traversée du Québec de Montréal à Coudjouac en vélo et en canot, qui a été réalisée sur 31 jours là, dans le cadre de l'expédition Trans-Taïga. Et puis, il y a un an, en fait, dans ce qui semble également être une autre époque, avec mon partenaire Félix-Antoine Tremblay, on a fait la traversée de la Route Blanche en fat bike. Pour ceux que ça intéresse, là, on mettra l'adresse de ton site internet là, sur nos différents réseaux sociaux. Ils pourront aller voir les différentes expéditions, les différentes aventures auxquelles tu as participé. Comme je le disais d'entrée de jeu, là, on est un podcast de cyclisme. On va s'attarder aujourd'hui à ta dernière expédition, celle dont tu viens de parler, que vous avez faite, toi et ton collègue, l'année dernière, juste avant la pandémie. Donc, vous avez eu un timing là, presque parfait à ce niveau-là. Vous avez fait la route blanche en fat bike. Explique-nous donc un petit peu qu'est-ce que c'est la route blanche, à quoi ça sert, c'est quoi ça la route blanche? Donc, la route blanche, c'est ce qui relie la communauté de Kegaska, en fait, qui est juste après Natashquan, une cinquantaine de kilomètres après Natashquan, et Blanc-Sablon. En fait, maintenant, c'est Vieux-Fort. Donc, il y a un segment de 400 kilomètres qui n'est pas relié par la 132. Il faut imaginer, si les gens ont accès facilement à une carte du Québec, il faut voir que le détour par la route pavée existe depuis seulement quelques années, qu'on appelle la route translabradorienne, et ça qui passe vers Fermont et le Labrador, et qui ramène de l'autre côté. Donc, c'est une boucle de 2400 km. Donc, un détour qui est extrêmement long, qui reste assez peu utilisé, surtout par la population, donc en fait par les individus. C'est une route essentiellement commerciale. Les gens à Blanc-Sablon, souvent pour revenir vers le Québec, vont même traverser vers Terre-Neuve et passer par la Nouvelle-Écosse, même si le lien qui semble le plus direct le passe par le nord. Donc, sur ce territoire-là de 400 km, il existe une route historique, en fait, là, une route de neige et de glace qui s'appelle la Route Blanche, qui, depuis plusieurs années, est entretenue par le ministère des Transports du Québec et qui permet, ni plus ni moins, de se déplacer d'un village à l'autre en motoneige. Donc, c'est une route qui bénéficie d'un certain entretien, mais qui reste une route qu'on pourrait appeler quand même d'aventure. Il y a des risques qui sont liés au déplacement sur cette route-là. Mais avant d'être une route d'aventure, c'est vraiment un lien vital qui relie chacune des communautés qui, sinon, sont reliées entre elles uniquement par la desserte maritime qui, elle, cesse durant l'hiver. Donc, le fameux Bella des Gagnés là, qui fait le trajet dans une direction et dans l'autre une fois par semaine, ou par l'avion. Et prendre l'avion dans cette région-là, c'est extrêmement cher. Donc, un vol, par exemple, Montréal à Tête-à-la-Baleine peut coûter 1000 $. Donc, on comprend que lorsque les motoneiges peuvent circuler, ben, ça devient tout à fait intéressant là, pour les gens de pouvoir s'y rendre. Donc, c'est vraiment la fonction principale de cette route. C'est une route qui est saisonnière par définition. Tu as dit que ça empruntait là, les cours d'eau, puis c'est une bonne partie de cette route-là qui est sur des cours d'eau, là, carrément. Exactement. Et le littoral est constitué de plein de petites îles, de grands lacs gelés, de baies océaniques.
Donc, c'est vraiment juste un 40% là, qui est sur la terre. Et puis, la terre dans cette région-là est assez difficile à circuler. En été, ça passe pas vraiment. C'est des tourbières, c'est de la roche. Donc, c'est vraiment le froid qui permet de rouler. Et traditionnellement, c'est une route qui quand même circulait très bien et qui débutait très tôt dans la saison. Ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années quand même, c'est des conditions qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus tardives, voire inexistantes. Par exemple, on parlait de la chance qu'on a eue avec la COVID. Ça, c'est une chose. La météo en a été une autre. On a été quand même relativement chanceux du côté météo. Si on avait prévu aux mêmes dates l'expédition cette année, ça n'aurait pas été possible. Présentement, il y a encore des baies qui ne sont pas gelées. Le seul segment qui est considéré comme sécuritaire et ouvert par le ministère des Transports, c'est celui qui relie la communauté Innu de Pakwashipi et de Saint-Augustin. Kegaska, Blanc-Sablon, en fat bike, on a parlé d'une distance de plus de 400 quelques kilomètres. Vous avez appelé ça la traversée géopoétique et cycliste de la basse Côte-Nord en hiver. Comment cette idée-là a germé dans ta tête ou dans la tête de ton collègue? Je ne sais pas qui a initié le projet. Parle-nous donc un peu des balbutiements de ce projet-là. Comment ça a démarré? Ben, effectivement, une expédition, ça relie plusieurs intérêts. Je pense que c'est rarement unidimensionnel. Plusieurs personnes font des projets pour des levées de fonds, pour des raisons qui sont personnelles. À la base, Félix avait vraiment une curiosité d'aller le faire parce que lui avait fait la grande boucle par la Trans-Labradorienne. Donc, il y avait un peu cette envie-là de compléter le petit morceau manquant. Félix, c'est un cycliste qui est extrêmement expérimenté, qui a roulé vraiment des distances assez impressionnantes un peu partout en Amérique du Nord jusqu'en Arctique. Donc lui avait ce petit bout-là qui manquait. Moi, j'avais également visité une partie du territoire. J'avais fait en solo jusqu'à Havre-Saint-Pierre en 2014. Donc j'avais envie de poursuivre un petit peu plus loin. À partir de là, géopolitique, c'était également parce qu'il y avait une rencontre avec le territoire. Et contrairement à d'autres zones qu'on pourrait visiter, notamment dans ma traversée pour Coudjouac, où on rencontrait pratiquement pas de village, la rencontre des gens fait intimement partie de ce processus-là. Donc, on voulait à la fois nous recevoir de ces personnes-là, aller apprendre un peu sur leur mode de vie. C'est une population qui est très distincte du reste du Québec, qui est trilingue, en fait. Donc, il y a des populations anglophones qui sont très présentes, Innu par la suite et francophones. Je ne suis pas certain de l'ordre, mais c'est principalement anglophone. Là, on parle même d'une identité presque terre-neuvienne, de villages isolés. Donc, pour nous, c'était très important de prendre cette opportunité-là et de faire des arrêts dans les villages. Par la suite, nous, on voulait aussi redonner. Donc, tout au long du voyage, il y avait des arrêts qui étaient faits dans les communautés. Et puis, presque à chaque fois, on a rencontré des jeunes à l'école. On a rencontré aussi des personnes âgées, par exemple à Pakwashipi, qui est une communauté Innu un peu vers la fin de la route, pour des activités culturelles. Et bien sûr, il y avait la rencontre avec le territoire, la beauté du territoire brut, qui, elle, nous happait continuellement, puisque à l'extérieur des villages, on était sous la tente. Donc, cette espèce d'immersion-là dans les éléments, c'est ce qu'on cherchait. Et c'est souvent, en fait, en voyage de vélo, cyclotourisme, d'aventure, c'est assez rare qu'on peut faire des longues distances sans tomber dans la communauté. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est un peu ce mélange des deux. Donc, à la fois être dans des communautés qui sont très confortables, qui sont alimentées, évidemment, qui ont l'Internet, l'électricité, et par la suite arriver dans des stretches, là, en guillemets, où est-ce qu'on était vraiment par nous-mêmes. On s'y prend combien de temps d'avance pour préparer ce type d'expédition-là? Ça prend combien de temps monter un projet comme ça? La première discussion pour rêver du projet a eu lieu 1 an et demi à l'avance. Le gros du travail en termes, je dirais, logistiques a été fait plus ou moins 6 mois auparavant. On a dû en fait faire des démarches pour obtenir une permission du ministère des Transports du Québec. Il y a une législation en fait qui empêche la circulation sur la route blanche pour tout ce qui est transport non motorisé. Mais en fait, il y a des spécifications. Donc, on parle bien de personnes en raquette ou à pied. Et on s'est rendu compte finalement au bout de nos démarches qu'il y avait un peu un vide par rapport aux cyclistes, donc il n'était pas explicitement interdit de circuler en vélo. Nous, on a quand même voulu faire les démarches étant donné qu'on avait des partenaires et qu'on ne voulait pas arriver une semaine à l'avance et de se faire arrêter par la police parce qu'on n'aurait pas eu le droit de circuler. Donc, au cours de cet été-là, pour le document de gestion des risques assez volumineux, qui est disponible d'ailleurs sur le site de la Route Blanche, ça a été quand même un travail très, très important qui a été fait, mais dans lequel on retrouvait à la fois les informations importantes pour tout ce qui était de la gestion du camping d'hiver, la gestion des risques, des communications, la gestion des ravitaillements aussi. Ça, c'était pas évident. On savait pas
précisément qu'est-ce qu'on allait trouver dans les villages. On se doutait bien qu'on ne trouverait pas de la nourriture d'expédition lyophilisée. Donc, il a fallu faire des ravitaillements postaux tout au long du trajet. Même chose pour le ravitaillement en carburant, puisqu'on ne voulait pas prendre la chance de faire fonctionner nos réchauds avec de l'essence en hiver. Ce n'est pas une si bonne idée. Donc, le gros du travail a été fait l'été auparavant. Et par la suite, eh bien, ça a été vraiment d'aller placer certains petits morceaux. Ce n'est pas une expédition qui a été extrêmement difficile à organiser, étant donné que quand même c'est un territoire qui est cartographié, mais quand même les informations étaient manquantes. Même du côté des motoneigistes, il n'y avait pas, par exemple, de parcours GPX qui était disponible facilement sur Internet. Il a fallu se creuser un peu la tête. Et d'ailleurs, un des objectifs aussi, c'était de pouvoir rendre ces informations-là disponibles. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés un peu par ce projet-là, nous, on a beaucoup d'informations qui sont disponibles et qui peuvent faciliter là, des prochaines expéditions, que ce soit même pour les motoneigistes ou les cyclistes. Les skieurs. Pour tout ce qui est volet cycliste, on aura sûrement l'occasion d'en parler maintenant plus en détail. Ça reste un gros coup de chance. Donc, quelqu'un qui voudrait prévoir ça a besoin d'avoir beaucoup de flexibilité, certainement beaucoup d'indulgence par rapport aux conditions, puisque c'est pas comme rouler sur le circuit Gilles Villeneuve, on s'entend bien. Là. Pour une expédition comme ça, là, vous étiez deux. Tu nous as parlé un petit peu tantôt là, de ton collègue là, avec qui tu es parti. Comment on fait pour trouver le bon partenaire d'expédition là, quand on part à l'aventure comme ça, que ce soit pour une expédition à vélo ou à la randonnée ou en haute montagne, peu importe. Est-ce qu'on cherche quelqu'un qui a à peu près les mêmes qualités, les mêmes aptitudes que nous? On cherche quelqu'un qui a des forces complémentaires? Comment est-ce qu'on identifie la personne avec qui on sait qu'on va avoir les meilleures chances de succès pour parvenir à nos fins? Pour ma part, c'est vraiment une question de complémentarité. Puis, dans la plupart des sports et des expéditions que j'ai pratiquées au préalable, la complémentarité a toujours été plus payante que d'avoir quelqu'un qui a les mêmes forces, mais souvent, par définition, les mêmes défauts. Donc, et ça c'est d'autant plus observable dans tout ce qui est volet préparation, qui est un aspect vraiment crucial d'un projet comme ça. Félix, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux dans sa préparation. De l'autre côté, moi, par exemple, je vais avoir le volet plus communication, ensuite entraînement physique, peut-être plus d'expérience pour du cyclisme de très longue distance, là, entre guillemets. Et donc ça, cette complémentarité-là fait en sorte que sur le terrain, on la retrouve aussi sur comment est-ce qu'on va monter un camp, comment est-ce qu'on on va se partager les tâches du quotidien, comment est-ce qu'on va tracer l'itinéraire, puis on va avoir des discussions. Donc Félix et moi, on s'entend très bien dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment par l'aventure qu'on a vu nos forces et nos faiblesses, puis cette espèce de match-là a très très bien fonctionné, là, puis a été vraiment prolifique là, pour ce projet-là. Une expédition de cette envergure-là, qui sur plusieurs jours, plusieurs semaines, en autonomie, l'hiver, ça nécessite nécessairement beaucoup de matériel. Et ça pèse combien? Qu'est-ce que vous aviez? Comment vous avez transporté tout ça? Mets-nous donc ça un petit peu en contexte, là, s'il te plaît. Comment ça se passe concrètement, une journée sur la route blanche en fat bike au mois de février? Oui, c'est une très bonne question. Puis, il n'y avait rien qui était tout prêt pour nous, entre guillemets. C'est sûr qu'au niveau équipement, on est allé chercher le plus possible de l'ultra léger. Donc, c'est sûr que c'est principalement de l'équipement qui vient des sports comme le ski d'expédition ou l'alpinisme. Après ça, on parlait de bikepacking. C'est vraiment la mode. Et puis, je pense que ça a beaucoup invité les gens qui avaient un profil plus de cycliste route, par exemple, ou gravel, de juste embarquer des sacoches de bikepacking et de partir à l'aventure. La réalité, c'est que même en étant ultra léger, ça ne rentre pas dans un setup de bikepacking. Donc, il a fallu un petit peu bonifier notre manière de transporter le matériel. Donc, on avait 2 grosses sacoches en arrière de notre partenaire Arkel. Et sur la plateforme là, du rack arrière, on pouvait aussi embarquer de l'équipement supplémentaire. La tente qu'on avait, la VE25 de North Face, une tente qui pèse 10 livres. Donc, le poids monte très, très vite. Les sacs de couchage moins 18 n'étaient pas le plus chaud qu'on aurait dû avoir, mais encore une fois, question de volume, question de poids. On a dû couper un petit peu partout. C'est sûr qu'en utilisant le multicouche, par exemple, pour la nuit, c'était possible d'aller vraiment combler un peu ça. Mais pour donner une idée, on a eu quand même du moins 30, moins 47 au ressenti, avec des sacs de couchage de moins 18.
C'est sûr que c'est limite. Pourtant, on était sécuritaire avec les couches qu'on ajoutait. Tout ça se passait quand même relativement bien. Mais l'idée, c'était vraiment de réduire au maximum tout en étant sécuritaire. Et dans le fond, la grosse limite, c'était le ravitaillement en bouffe. Le plus long qu'on avait planifié, c'était des segments de 4 jours. Donc, on avait tout le temps, les ravitaillements étaient prévus pour qu'à tous les 4 jours, on avait suffisamment de carburant et de nourriture pour faire les 4 jours suivants. Et ça, finalement, en fait, c'était un scénario, disons, pessimiste où on aurait eu une journée pris dans la tente sous la neige, ou encore une fois que la progression a été très, très lente. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que la plupart du temps, on faisait nos stretches en 2 ou 3 jours. Ça fait qu'on accumulait tout le temps de la nourriture de plus. Donc, on a fini cet expé-là avec une quantité absolument ahurissante de bouffe. Et c'est tant mieux parce que la dépense énergétique est vraiment impressionnante. Puis même avec des sacs de nourriture déshydratés, on ne réussit pas à aller chercher ce que le corps a vraiment de besoin. Là, on parle facilement de 4 ou 5 000 calories là, qui est nécessaire juste pour être dans le froid, plus le cyclisme. Mais tout ça mis ensemble fait en sorte que notre setup était peut-être une centaine de livres. On était quand même assez fiers considérant que ceux qui ont déjà pratiqué ou se sont initiés au camping d'hiver savent que, par exemple, un sac de couchage en synthétique, c'est super gros, là, comme ça ne rentre même pas dans une sacoche. Donc, il a vraiment fallu aller chercher des équipements sophistiqués. Et tout ça a très, très bien répondu, à l'exception notoire d'un rack, en fait, à vélo, qui a cassé sous le froid dans le segment en fait, le plus isolé qui est entre la Romaine et Chevry. Donc, les pattes du rack ont cassé sous le froid, ce qui m'a forcé en fait à transporter mes sacoches arrière puis d'autres équipements accrochés sur mon dos, donc ce qui n'était pas particulièrement agréable. Mais on a pu, dans le village suivant, se faire souder les pattes qui finalement ont fonctionné très bien. Je les ai encore, puis ils sont plus solides que les pièces originales. Les vélos comme tels, ça avait l'air de quoi? C'est des fat bikes que monsieur, madame, tout le monde peut s'acheter au magasin. Là. Ben, évidemment, les magasins sont à peu près vides là, en temps de pandémie, mais en temps normal, disons. Ben, c'est accessible. C'est sûr que ça dépend toujours de la relation que les gens ont avec le vélo. Il y en a qui trouvent que des vélos à 400 $, c'est une fortune. C'est pas des vélos qui sont donnés, mais c'est pas non plus des vélos qui sont dans une fourchette de prix extrême. Donc, on avait un partenaire québécois qui s'appelle Panorama Cycle, qui lui, en fait, a un peu été la bougie d'allumage pour ce projet-là, puisque, bon, Panorama, moi, je leur avais parlé dès 2018 quand j'avais fait l'Expé Trans-Taïga. À l'époque, ils faisaient un seul modèle de fat bike qui était un peu overkill pour aller faire la route Trans-Taïga. Ils sont arrivés récemment avec des gravel bikes qui auraient été parfaits là, pour cette expédition-là. Donc, eux, depuis, ont plusieurs fat bikes qui sont disponibles. Ils nous proposaient, en fait, soit le modèle en carbone ou le modèle en acier. Évidemment, en carbone, il y a quelques livres de moins. Par contre, en expédition, étant donné les conditions qui peuvent être très difficiles, les chocs latéraux, ce genre de choses-là, on a préféré aller avec les fat bikes en acier. C'est de l'acier Reynolds, donc aminci au bon endroit, ce qui fait en sorte que pour un vélo en acier de type fat bike, je pense que le vélo est autour de 27 ou 28 livres pour tout le kit. Donc ça reste vraiment très correct, extrêmement confortable. Donc les vélos ont vraiment fonctionné à merveille. Les vélos qui étaient flambant neufs, les modèles Torngat qui sortaient des boîtes. Donc on les a bien essayés, bien mis à l'épreuve et puis ils ont répondu là, haut la main. On sait qu'en fat bike, là, l'enjeu, c'est souvent la portance sur la neige, d'être capable d'avoir la bonne pression de pneus avec une neige bien compactée pour être capable de rouler. Étiez-vous capable de faire des bonnes distances sur le vélo ou il y avait beaucoup de hike-a-bike, comme on dit? Oui, on a eu un mélange de conditions allant de marcher presque toute la journée en poussant les vélos à côté, ce qui était finalement quand même pas si pire puisque c'est beaucoup, on parle d'une centaine de livres qui est sur des roues. Donc, versus, par exemple, un traîneau, c'est quand même comparable dans la mesure où nous, on ne cale pas trop. Puis, comme les motoneiges passent, il y a toujours un tapis qui est relativement ferme, ce qui fait qu'on ne passe pas à travers de 2 mètres dans la neige folle. Ceci dit, même pour un pneu de 5 pouces, la portance est de qualité très variable. On n'a pas réussi à exactement réunir en fait, savoir quelles étaient... créer un modèle prédictif, là, disons, pour savoir si la neige va bien porter. Ceci dit, en gros, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que ça prend juste plusieurs jours sans précipitation de neige, où là, ça laisse une chance avec la nuit, puis le soleil qui fait un petit peu fondre le couvert neigeux pour que ça durcisse assez. Donc, lorsqu'on a eu ces conditions-là, ça allait très bien, mais le froid seul n'est pas suffisant, donc ça va créer des lames de neige.
Comme c'est beaucoup sur l'eau, même si il fait très froid, souvent il va y avoir des plaques de slush que les motoneiges ne vont pas nécessairement écraser puisqu'ils roulent trop vite. Mais nous, par la suite, on passe et puis la pneu va vraiment fendre un peu le gros couvert de neige, puis là, on va aller toucher la plaque de slush. Donc, j'en parlais au début, nous, on avait un peu le rêve que la route blanche, ça se fasse merveilleusement bien en fat bike, et puis que soudainement, ça devienne une espèce de destination mondiale pour le fat. J'ai envie de dire à tout le monde qui a envie de le faire de prendre sa chance. Mais c'est sûr qu'il y a une possibilité de marcher toute la distance, ce qui peut être quand même très frustrant et désagréable. Puis, il y a quand même un historique d'expéditions qui ne fonctionnent pas sur la route blanche, soit parce que les conditions météo sont pas bonnes, soit parce que les sports ne le permettent pas nécessairement. Nous, on imaginait que le dénivelé était pratiquement nul. Quand on regarde sur la courbe de dénivelé sur Google Earth, c'était vraiment très mineur. Ceci dit, c'est designé pour des motoneiges, puis on passe de lacs, puis on remonte sur des plateaux. Donc, souvent, on va aller chercher des pourcentages sans bon sens. Donc, même si les conditions sont bonnes, il faut être prêt à débarquer fréquemment du vélo pour le faire. C'est un parcours qui est damé par les motoneiges, mais c'est des dameuses qui viennent en fait niveler les poches parce que les motoneiges souvent vont aller créer des espèces d'ondulations, des trous. Donc, ce qu'ils viennent faire, eux autres, c'est combler un peu ça. Mais ce qui se passe pour les vélos, c'est que la neige molle rentre dans les concavités, en fait. Puis ça, ben, la roue de vélo qui va passer là-dessus fait juste glisser. Donc, il faut être prêt à faire des chutes quand même assez fréquemment. Heureusement, c'est sur la neige, donc c'est pas trop problématique. Mais c'est sûr que c'est loin d'être du vélo pur. Sur le site de la Route Blanche, on retrouve votre guide de gestion du risque. Tu me corrigeras là, si je ne l'appelle pas de la bonne façon. C'est un guide que j'ai parcouru qui est extrêmement étoffé. Hein? On dirait que vous avez essayé de prévoir l'imprévisible, mais par définition, si on parle d'aventure, on parle d'imprévu. Comment est-ce qu'on fait au-delà de la préparation là, pour essayer de prévoir l'imprévisible en termes d'équipement, de formation? Est-ce qu'il y a des assurances qui existent? Les évacuations en cas de blessure, tout ça. Comment est-ce qu'on planifie l'imprévisible, justement? Oui. Ben, en termes d'évacuation, je pense que c'est quand même un point qui est super important. Puis ça reste encore méconnu, quoique de plus en plus, je pense que les gens commencent à comprendre que c'est accessible. Tout ce qui est technologie satellitaire, avant c'était prohibitif et très difficile à acquérir. Maintenant, nous, on a la chance d'avoir un partenaire, Telloc, qui finance, en fait, qui contribue à plusieurs expéditions. Donc le nom circule de plus en plus. Je parlais à Yvon Pilote hier de la compagnie. La location de téléphones satellites, ça reste vraiment très abordable et c'est quelque chose qui, pour moi, est absolument nécessaire pour des expéditions en région éloignée. Également avec des inReach ou autres appareils qui peuvent faire des communications bidirectionnelles au niveau satellite parce que quand même, il peut y avoir des défaillances, donc il ne faut pas juste se fier sur une source. Mais c'est sûr que tout ce qui est connexion cellulaire ne fonctionnait pas. Donc, d'avoir un téléphone satellite, d'avoir un inReach, c'est déjà un protocole de sécurité qui est super important. Et puis, on ajoute à ça Airmédic, qui, au Québec, quand même, offre une couverture de qualité dans plusieurs régions. Ils viennent même d'installer un aéroport à La Romaine. Donc, Airmédic offre un peu cette évacuation-là, qui est une évacuation d'urgence. Donc, une fois qu'on a tout dit ça, effectivement, il ne faut pas se leurrer et imaginer que parce qu'on a ces outils-là, ce lien-là technologique, on est safe pour aller n'importe où. Les évacuations ont toujours un prix financier, mais en fait, évidemment, on peut être assuré, mais financier dans le sens pour les compagnies qui opèrent ça, et des risques aussi d'accident. Donc, à chaque fois que un avion décide de décoller dans une tempête et d'aller chercher quelqu'un, ben, il y a des risques qui sont réels. Donc, il faut être le plus autonome possible. Et nous, c'était de prendre chacun des aspects de l'expédition puis voir quel était le pire scénario. Est-ce qu'on était capable de prévoir ça? Je pense que je ne l'ai pas mentionné au début, mais on était les premiers à rouler là en vélo. Donc, il y avait une possibilité réelle que finalement, on ne puisse pas rouler du tout, puis qu'on ait de la difficulté à marcher. Donc, on transportait également des raquettes et des traîneaux légers. Ça a été un petit peu compliqué et avec un succès que je dirais mitigé, mais on s'est fabriqué des traîneaux en Crazy Carpet qui étaient très légers, qui s'enroulaient sur eux-mêmes. On les a testés à une occasion. Il y a un des traîneaux qui fonctionnait très bien. L'autre, c'était pas un immense succès. Mais on avait cette option-là. Donc, nous, on se disait, si jamais on est vraiment pris dans la neige puis que c'est impossible de rouler, on peut toujours embarquer les vélos sur les traîneaux puis marcher jusqu'au prochain village.
Donc, c'est un mélange de préparation très quand même fine en termes de gestion des pires scénarios. Et également de temps. Le temps est un enjeu majeur en expédition. C'est sûr que nous, dans ce cas-là, on avait prévu un bon mois, même 5 semaines en fait. Donc, si jamais il y avait un ralentissement, on avait toujours cette possibilité-là de trouver des options pour le retour par la suite, ce qui permettait de faire en sorte qu'on ne se sentirait pas rushé à tout bout de champ. D'ailleurs, à la fin de l'expé, le traversier qui nous ramenait à Terre-Neuve ne passait plus directement à Sainte-Barbe dans le nord. Donc, il faisait une traversée de 13 heures jusqu'à Corner Brook, ce qui finalement nous a sauvé 2-3 jours de vélo juste sur la route pavée de Terre-Neuve. Donc, nous, ça nous a permis de prendre plus notre temps à Blanc-Sablon et de s'éviter, en fait, rendu là, pour nous, il n'y avait plus de grand intérêt d'aller rouler en fat bike sur la route pavée en hiver. Là, ça aurait été un petit peu dull, disons, après avoir tout ce qu'on avait vécu. Donc, pour nous, c'est un scénario qui était très bien là, pour la fin de l'expé. L'esprit d'aventure, visiblement, c'est pas tout le monde qui l'a au même degré. Les proches de ceux qui partent à l'aventure, un peu comme tu l'as fait, ils vivent ça comment? Est-ce que tu appelles à la maison quand tu es en expé? Et puis, les conjoints, les parents, les amis, les collègues de travail, est-ce qu'ils pensent que tu es fou? Est-ce qu'ils s'inquiètent? Est-ce qu'ils se font du mauvais sang? Est-ce qu'ils sont habitués? Comment ils vivent ça? Bien, il y a une gradation. C'est sûr qu'entre le tout premier voyage que j'ai fait, ou même les randos, par exemple, de 2-3 jours dans les Adirondacks, et faire une expé comme la Route Blanche, l'expé Trans-Taïga, c'est sûr qu'il y a une certaine habituation. Donc, je pense que les succès précédents font en sorte rassurent un peu l'entourage. Comme je disais, les outils technologiques aident beaucoup. Les InReach permettent d'envoyer un point à tous les jours et on avait un protocole de communication à 2 directions à tous les soirs. Donc, pas en temps réel, mais en fait, une fois par jour, on mettait le point sur la carte qui était publique. Donc, même les gens, par exemple, sur Facebook ou qui visitaient mon site web pouvaient voir où est-ce qu'on était rendu. Donc, ça, il y a quand même quelque chose qui est très rassurant. Et il y avait des étapes qui pouvaient être enclenchées par la suite si jamais il y avait absence de communication. Comme j'ai dit, on avait plusieurs backups. On avait 2 InReach puis un téléphone satellite. Donc, avant que toutes ces ressources-là aient été épuisées et qu'on n'ait aucun contact, ça pouvait... on avait donc une marge de manœuvre. Par la suite, il faut éviter de trop parler puis de trop donner des rendez-vous fixes parce qu'il peut y avoir un certain nombre d'imprévus qui font en sorte que c'est normal, par exemple, qu'une journée s'éternise, on ait décidé de rouler plus tard le soir ou de partir plus tôt le matin. Donc, il ne faut pas non plus créer trop d'attentes précises, outre pour ce qui est du lien de sécurité essentiel, mais pour ce qui est des proches, il faut essayer de concentrer ça à certaines périodes. Puis éviter des fois aussi de trop parler à chaud quand les péripéties viennent se passer, puisque ça peut créer effectivement beaucoup de peur et de crainte, alors que des fois les situations sont moins pires vécues de l'intérieur. Donc on essaie quand même de concentrer les informations détaillées pour des périodes spécifiques, notamment nous quand on était dans les villages, là, on avait le temps de faire des publications Facebook, d'écrire à nos proches, de téléphoner en utilisant les appels Wi-Fi. Donc là, à ce moment-là, on prenait plus notre temps. Tu parles justement de passer dans les villages. L'accueil dans les diverses communautés que vous avez traversées, ça se passait comment? Ben, c'est un accueil qui était vraiment exceptionnel. Là. On dit souvent que les Québécois sont accueillants et a fortiori les habitants de la Basse-Côte-Nord. Donc c'est vrai, dans ces régions-là qui sont très isolées, il y a une solidarité naturelle, il y a un rapport aussi à la nature. Les gens ont un rapport peut-être, je dirais pas admiratif, mais quand même vont bien comprendre en fait cet appel-là qui nous amène en pleine nature. Donc à chaque fois, on a eu un accueil vraiment qui était exceptionnel. Il faut dire aussi que nous, on passait, on était en entrevue dans toutes les radios communautaires. En plus à Radio-Canada Côte-Nord. Donc, ça faisait en sorte que notre itinéraire était connu. Donc, souvent, on voyait les motoneiges qui arrivaient et qui, de loin, nous disaient « Ah, c'est vous les cyclistes », puis ça enclenchait les discussions. Donc, il y avait vraiment cette espèce de convivialité-là. Et en plus, comme les activités étaient prévues dans les écoles, mais ça permettait d'approfondir le lien. Puis, c'est arrivé aussi qu'on tombe sur des villages sur lesquels on ne s'était pas annoncé à l'avance. Et de discussion en discussion, c'était pas long qu'on avait un hébergement qui
qui nous était offert. Et c'est la même chose qui s'est passée. On est arrivé le dimanche quand mon rack à vélo avait brisé. Et puis, on a demandé s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait un body shop ou quelque chose comme ça. Et puis, on est tombé sur le mécanicien qui avait sa première journée de congé, je pense, depuis 2-3 semaines. Et puis, il nous a ouvert sa poche, puis sa shop, puis il nous a fait les pièces ça, il a quand même pris un certain moment. Là. C'était pas un travail qui était automatique là, sur des plaques de métal. Donc, il nous a fait ça gratuitement. Et puis, cette générosité-là, on l'a retrouvée là, vraiment tout au long du tracé. Au cours de cette expédition-là, est-ce qu'il y a des moments vraiment marquants, inoubliables, des rencontres particulières ou désagréables ou des frayeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose, là, des moments qui ressortent plus que d'autres? Ben, en termes de cyclisme puis de rencontre avec la beauté brute des éléments, là, la section La Romaine à Chèvry, c'est la plus isolée, c'est 100 km, ça nous a pris 2 jours et demi l'affaire. C'est là aussi que j'ai eu le bris mécanique. Ceci dit, en termes de vélo, c'était pratiquement le meilleur, donc ça roulait quand même assez bien. La beauté du territoire était vraiment hallucinante. Les levées, couchers de soleil qu'on a eu vraiment nous émotionnaient presque à chaque fois. En termes de raconte avec les villages, à Pacoashipi, on est resté 3 nuits, 2 journées entières, donc on a pu faire plusieurs activités. Et là, vraiment, on a eu la totale. Quand on est arrivé, on a mangé avec les aînés du village du ragoût d'orignal, avec la tarte au bleuet. Ensuite, on a participé, en fait, on a été invité à un mariage sur la rivière Saint-Augustin. Donc, il y a une bonne partie du village qui était là, au beau milieu de la rivière. On a été invité à la cérémonie du Makouchouan, on a goûté du caribou. Donc là, à ce moment-là, vraiment, on avait l'impression d'être dans une communauté qu'on pourrait imaginer vraiment plus dans le Nord, en fait. Là. La Basse-Côte-Nord, c'est le Nord, mais disons, c'est un peu la vision que j'aurais dans un village Inuit ou un village du Nunavik. Puis on a ça quand même dans une distance qui, pour le commun des mortels, reste accessible quand même par bateau assez facilement. Un périple comme ça, on en revient comment? Puis là, je te parle pas de transport, je te parle d'atterrir dans la réalité. Là, une fois que tout ça est fini, il y a un lundi matin où le cadran sonne, puis c'est la réalité qui nous rattrape. Ça se passe comment en général? Je dirais il y a les retours d'expédition normaux, il y a les retours d'expédition en COVID, ce qui a été le cas cette fois-ci. Donc ça aussi, ça a été différent. Moi, je dirais que la COVID est comme presque bien tombée parce que initialement, j'avais beaucoup d'engagement professionnel et d'activités à faire au retour. Moi, j'ai l'impression qu'il faut prévoir une période très longue de repos profond à la suite de ça. Ça peut être très difficile de revenir pour toutes sortes de raisons. Puis mes premières expéditions... notamment, en fait, le retour de ma traversée des États-Unis en 2013 avait été horrible. Je pense que le lendemain, j'avais un meeting, puis ça avait reparti, puis ça m'a pris 6 mois là, avant vraiment de m'en remettre. Là. C'est quand même des grosses épreuves physiques, puis il faut laisser le temps au corps de s'en remettre. Ensuite, je pense que quand on est indulgent, puis quand on continue quand même d'avoir une certaine pratique, une certaine activité physique. Donc, si on arrête 100% du jour au lendemain, puis qu'on fait juste gaver des calories puis des glucides pendant des semaines, à un moment donné, au niveau de l'humeur, ça peut quand même jouer, puis on peut quand même avoir une espèce de backlash presque dépressif là, à la fin d'une expédition. Mais ça ne m'est pas arrivé depuis quand même longtemps. Donc, je prévois en général assez de temps à mon retour pour que les choses se passent de manière assez smooth. Et ça peut devenir même, au contraire, très agréable de prendre le temps de parler aux gens des projets. Mais quand même, dans l'esprit, ça change vite. Au début, on est extrêmement généreux, on a envie de parler à tout le monde du projet. C'est super stimulant. Mais je me rends compte que souvent, dans les quelques jours qui suivent, à un moment donné, ça devient un petit peu plus pénible, puis on a envie de juste être dans ses affaires. Faire de l'activité physique modérée, c'est de manger sainement, mais quand même s'en donner à cœur joie, manger de la nourriture fraîche. Et puis donc retrouver un peu les petits plaisirs quotidiens, mais sans arrêter complètement parce que le prix peut être lourd à payer. On a parlé tantôt de traversée géopoétique à vélo. Il y a un livre qui va paraître sur cette expédition-là. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, ben, pour la route blanche, en fait, le projet géopoétique impliquait pour moi l'écriture poétique qui est probablement le travail d'un recueil qui n'a pas été fait, en tout cas pas pour l'instant, puisque je travaille sur l'expédition précédente. Là, j'apprends aussi, l'écriture est quand même relativement nouvelle pour moi, donc je suis embarqué depuis 2 ans maintenant dans l'écriture du récit de l'expédition Trans-Taigua en 2018.
et qui normalement part en impression aujourd'hui ou demain. Donc c'est un lancement qui est prévu le 23 mars. C'est sûr que le thème du géopoétique a habité tout mon processus d'écriture d'expédition Trans-Taïga, donc a habité également tout mon trajet. Donc, indépendamment du fait, je pense que ça sort par un processus d'écriture. Je pense que moi, c'était un peu une prédisposition qui faisait en sorte que ce n'était pas simplement un exploit, un défi sportif, mais également quelque chose qui était vécu de l'intérieur. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand même le lien entre l'intime et le paysage et la nature. Puis ça, c'est un thème qui se retrouve beaucoup dans mon écriture du récit La quête du retour sur l'expédition Trans-Taïga qui va sortir le 23 mars, mais qui quand même fait la part belle au récit d'aventure comme tel, parce que je pense que juste le récit des événements fait déjà beaucoup, fait que c'est une lecture qui est enlevante, qui est le fun. Il y a des péripéties qui, pour l'auteur aussi, sont extrêmement le fun à revivre à l'écrit. Mais également, l'écriture permet d'aller un petit peu plus loin puis d'absorber un peu tous ces éléments-là que j'appelle géopoétiques, mais qu'on pourrait appeler, disons, plus intimes, là, qui sont vécus dans une expédition. On a parlé tantôt de toute la complexité là, de monter une expédition comme ça. Évidemment, ça ne peut pas se faire sans plusieurs partenaires. Puis, on aimerait bien ça, savoir quelles entreprises ou individus, commanditaires vous ont supporté là-dedans, qu'ils soient reliés ou non au monde du cyclisme. On en a eu plusieurs. On a eu donc Panorama Cycle qui a fourni je le dis toujours mal, Panorama Cycle, je vais le redire correctement. Donc, il nous a fourni les fat bikes Torngats. On a eu Blivet, qui est une marque qui se spécialise en équipement pour le fat bike hivernal. Donc, on avait toute la gamme de produits, bottes, gants, casques. Compagnie Arkel aussi qui nous a fourni à la fois le sac de guidon et puis les sacoches arrière. On avait des bar mitts d'un fabricant montréalais qui s'appelle Donolin. Les bar mitts sont vraiment essentiels là, pour rouler dans le grand froid. Par la suite, pour l'entraînement, on avait le centre Sablon qui nous a offert en fait une année complète d'accès au gym et aux cours. Donc, au niveau préparation physique, c'était quand même pas mal au top quand on est parti. Également Exact Nutrition, les Pro Crunch sont des excellentes barres de cyclisme hivernal puisqu'elles ne gèlent pas, hein, pour ceux qui connaissent, un peu comme des Coffee Crisp. À l'inverse des barres Cliff, si on oublie une barre Cliff 10 minutes dehors, c'est plus mangeable après, donc ça c'était quand même intéressant d'avoir ça. On a eu aussi un coup de pouce de North Face. Telloc qui fournissait le téléphone, Hermédic qui a offert sa couverture. Je ne pense pas en oublier. Si je le fais, je m'en excuse et les gens pourront aller sur notre site web là, pour voir tous les partenaires là, qui ont fait partie du projet. J'imagine que quelqu'un qui a la bougeotte comme toi a toujours une prochaine expédition dans les cartons. Est-ce que c'est le cas? Ben, dès la semaine prochaine, en fait, je pars pour 2 semaines dans les Monts Groux, quand même une destination qui attire beaucoup d'intérêt présentement, maintenant que les gens se retournent vers le Québec. Donc, rien d'extraordinaire dans cette expé-là, dans le sens où elle est faite quand même de plus en plus régulièrement. Ceci dit, on va faire une incursion vers le Mont Lucie. Alors, ceux qui connaissent un peu les Monts Groux, il y a la traversée, standard, mais il y a la longue traversée qui mène beaucoup plus vers l'est. 2 semaines, ça va quand même être assez rude. En fait, l'expé initiale, c'était une expé sur le réservoir Manicouagan pour m'initier un peu au ski Poulka. Mais là, les conditions météo sont vraiment trop mauvaises cette année, ce qui fait que le réservoir Manicouagan n'est pas praticable. Il n'est même pas sécuritaire là, pour ce qui est des passeurs de la glace. Et puis, c'est un grand champ de slush. Donc ça, c'est une petite expé hivernale, mais qui quand même va m'occuper pendant 3 semaines, incluant les déplacements là-bas. Bien sûr, en prenant toutes les précautions pour la COVID. Et ça, c'est un autre enjeu qui fait en sorte que les grosses expéditions à moyen et à long terme sont un peu mis sur la glace puisqu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on peut aller. C'est sûr que je suis très attiré par la Nunavik et si ce n'était pas de la COVID, j'aurais probablement envisagé une autre traversée du sud au nord en vélo et en canot. Donc ça, c'est sûr que c'est dans la mire à moyen terme. Mais à court terme, j'ai des projets, notamment, en fait, je m'intéresse à un personnage historique qui s'appelle Louis Joliette, qui est le découvreur du Mississippi et qui a traversé de Tadoussac à la baie James. Donc, c'est des itinéraires qui m'intéressent beaucoup et que j'aimerais explorer à la fois sur le terrain et à l'écrit dans des projets à moyen terme.
Samuel Lalande-Marcon, c'était absolument fascinant de parler de cyclisme d'aventure et d'aventure en général avec toi. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Un immense merci. Puis vraiment, j'invite les gens, s'ils ont des questions pour la préparation de ce genre de projet-là, à m'écrire sur mon site sans aucun problème. Merci beaucoup. Merci.